Nous continuons l'étude de la biosphère. Nous avons vu l'hydrosphère, l'atmosphère et maintenant ce qui est relié à la Terre, la lithosphère. Donc, c'est ce qui nous reste à voir. Alors, la lithosphère se compose de la croûte terrestre qui est continentale, donc sur les continents ou dans le fond des océans, et de la partie supérieure du manteau. Nous allons distinguer les minéraux, au singulier c'est minéral. On va les distinguer des minerais. Alors, les minéraux sont tout simplement des éléments ou des composés. Donc, des éléments, c'est ce qu'on retrouve dans le tableau périodique, tout simplement. On peut penser à l'or ici, on peut penser au carbone, le charbon. Alors, la Terre nous donne beaucoup de d'éléments, donc le fer, le cuivre, donc on va exploiter dans des mines qui vont contenir des minerais et de ces minerais-là, on va pouvoir faire des procédés qui vont nous permettre de récupérer, de séparer, en fait, les éléments. On peut retrouver aussi des composés chimiques. On se souvient que les composés chimiques, c'est fait au moins de 2 éléments qui sont différents. Donc, ici, la formule du silicium avec le dioxygène, avec l'oxygène, ici, donc 2 atomes d'oxygène avec le silicium, ça correspond tout simplement au quartz. Vous avez vu en laboratoire qu'il y a différentes couleurs pour le quartz. Et ici, le Fe 3O 4, c'est tout simplement de la magnétite. Donc, la magnétite, c'est un composé. Donc, ce composé-là, il y a une propriété, c'est qu'il est magnétique, en fait. Ça entre dans la composition des roches et des sols. Donc, c'est ce qu'on retrouve au niveau des minéraux. On les retrouve dans les roches et principalement. Donc, le minerai maintenant. Le minerai, ben c'est ça. Il faut faire la distinction entre minéraux, minéral là, et minerai. Le minerai, c'est la roche, tout simplement, dans laquelle on retrouve les minéraux. Alors, si cette roche-là contient une quantité suffisante de minéraux, alors on peut l'exploiter et à ce moment-là, elle peut porter le nom de minerai. On ne l'appellera plus une roche, une simple roche, par exemple. Alors, ce qu'on retient aussi au niveau des minéraux, lorsqu'on doit les séparer de la roche, il faut les transformer et ces transformations-là, ça amène de nombreux déchets qui contaminent l'environnement. Donc, ça, c'est pas sans danger pour l'environnement. Lorsque nous avons des mines, par exemple, on n'a qu'à penser au niveau de la région de l'amiante à Thetford, donc l'amiantose, donc la poussière d'amiante qui se retrouvait dans l'air, et certaines personnes ont eu des problématiques de santé, dont l'amiantose. Maintenant, parlons au niveau de la lithosphère, des horizons du sol. Alors, les horizons du sol, c'est les différentes couches du sol. On les distingue par leur épaisseur et leur composition. Alors, voyons ces différentes couches-là. Il nous manque ici, on peut l'ajouter, c'est la couche qui est air. On l'appelle air. C'est tout simplement la roche-mère qui est non altérée, donc qui n'est pas brisée. Donc, roche-mère qui est non altérée, tout simplement. Alors, les différents horizons, on va les voir. Donc, l'horizon haut ici, vous l'avez sur votre document, là, qui correspond à la couche superficielle d'humus et de débris végétaux. En fait, pour l'horizon haut, on retrouve les feuilles, on retrouve le bois mort, on retrouve les déjections animales. Ces débris vont se décomposer et se transformer en humus sous l'action des décomposeurs comme les vers de terre, les bactéries. Et il y a aussi avec l'humidité et la température. Donc, ce qu'on retrouve ici, en fait, c'est le couvercle du sol. Donc, ça va se décomposer et ça va devenir quand même assez riche en éléments nutritifs. Et la pluie va lessiver ces éléments nutritifs-là et ça va se retrouver à l'horizon inférieur qui est le A. Donc, ici, le A, nous allons l'appeler la terre arable. Donc, un synonyme, c'est la terre arable. Alors, ce qu'on retient de l'horizon A, c'est un horizon qui est composé d'un mélange d'humus et de particules de roche. Sa couleur, normalement, elle est foncée ou noire. On appelle souvent la terre noire, l'horizon A. Et c'est très, très riche en matière organique et en minéraux.
Elle est très importante pour la croissance des végétaux. Donc, si on veut se faire un jardin, par exemple, c'est la terre, c'est l'horizon du sol qu'il faut privilégier. Donc, la terre arable. Par contre, c'est facile de, elle est très, très sensible à l'érosion. Donc, s'il y a des vents, par exemple, lorsqu'on a les cultivateurs qui vont labourer leurs champs, souvent lorsqu'il y a des vents, on va voir cette terre-là qui va disparaître avec le vent. Donc, c'est facile euh, au niveau de l'érosion et il y a aussi le ruissellement de l'eau et aussi le gel qui peut qui peut détruire cet horizon-là, donc cette terre arable-là. Donc, il faut la protéger. Ça prend quand même beaucoup d'années à se former. Nous avons par la suite l'horizon B, qui est sous l'horizon A. Alors ça, c'est très pauvre en humus. Par contre, il contient des minéraux et des roches. Les racines des arbres vont aller à ce niveau-là, on peut les voir ici sur le schéma, et elles vont aller puiser les minéraux. C'est une roche plutôt pâle, ben c'est un horizon plutôt pâle, couleur rouille orangée. Et en dessous de cet horizon-là, nous avons l'horizon C qui est constitué de fragments de roches partiellement altérés. Il n'y a pas de matière organique. Il repose sur la roche mère, qui est la roche non altérée qu'on voit ici. Il est surtout sablonneux, donc on va trouver des couches de sable, on va trouver des couches d'argile. Ça va être assez argileux, même dur. Lui est là pour supporter les horizons qui sont au-dessus de lui. Alors, on vient de voir tous les horizons. L'horizon R étant la roche qui était la roche mère non altérée. Donc, voici tous nos horizons. Passons maintenant à un petit exercice. Alors, pour chaque exemple, indiquez s'il est question d'un minéral ou d'un minerai. Alors, si on parle de pépites d'or, l'or, le symbole CAU qu'on retrouve dans le tableau périodique. Alors, ce qu'on retrouve dans le tableau périodique, ce sont des éléments et les minéraux sont des éléments. Donc, ici, c'est un minéral, tout simplement. Au pluriel, on dit minéraux. Alors, on n'oublie pas que les minéraux ou un minéral, c'est un élément ou un composé. Donc, lorsqu'on veut voir, donc lorsqu'on parle de composé, c'est tout ce qu'on peut écrire en formule chimique. Allez voir votre tableau que vous avez rempli dans le laboratoire portant sur les minéraux. Vous allez trouver beaucoup, beaucoup d'exemples de formules, de composés qui sont liés avec des minéraux. Si on parle du broyage, le broyage, on ne fait pas ça avec les éléments, ni avec les composés. On fait ça finalement avec le minerai. Donc, le minerai, on va le broyer. C'est un des processus parce qu'il y a aussi le processus de chauffage, il y a le broyage, etc. Donc, pour aller justement séparer les minéraux de la roche, qui est le minerai. Ensuite, bon, un autre exemple, ici, la chrysotile, l'amiante. En fait, l'amiante, vous avez vu dans le laboratoire qu'on pouvait, avec l'amiante, écrire une formule qui était la suivante. Donc, nous avions 3 atomes de magnésium, ensuite 2 atomes de silicium. Donc, je suis en train d'écrire tranquillement la formule moléculaire. On voit que déjà, on a plus de 2 éléments, donc c'est un composé. Nous avons 5 atomes d'oxygène. Nous avons par la suite un autre atome d'oxygène à côté. Et nous avons 4 atomes d'hydrogène ici. Voici la formule moléculaire de l'amiante. À ce moment-là, c'est considéré à ce moment-là l'amiante d'un minéral parce que nous avons trouvé la formule de ce composé. Donc, on va dire un minéral, tout simplement, lorsqu'on peut écrire la formule moléculaire. Alors, nous sommes en présence d'un minéral, tout simplement. Par la suite, il y a un autre petit exercice que nous allons faire. Donc, nous allons, euh, au numéro 2, nous allons nommer l'horizon qui se compare le mieux à chacune des illustrations. Donc, un instant, je vais juste terminer un petit quelque chose ici. Et voilà. Oups.
Donc, le numéro 2, on est rendu là. Le numéro 2, nous retrouvons une illustration ici. Alors, quel horizon pourrait nous permettre, ici, on voit très bien avec la fourche que la personne, finalement, veut tout simplement faire un jardin, planter des végétaux ou semer des graines. Alors, l'horizon, ici, qui sera privilégié, donc ça fait partie de l'horizon. C'est pas l'horizon normalement qui est privilégié, là, ça fait partie de l'horizon A, mais si la personne avait à aller chercher, par exemple, au magasin de la terre pour faire un jardin, donc cette terre-là viendrait de l'horizon A. Donc, cet horizon-là, on n'oublie pas, c'est vraiment riche. Alors, on peut cultiver avec cet horizon. On peut faire pousser des légumes, des végétaux. Donc, c'est l'horizon qu'on va associer à cette illustration. Une autre illustration, donc nous avons ici un couvercle de feuilles. Alors ça, c'est l'horizon, le premier horizon, l'horizon O, qui avait comme propriété d'avoir des dépôts. Donc, on avait dépôts de débris, de feuilles mortes, par exemple. Donc, c'est l'horizon O. Et par les décomposeurs, avec les bactéries, avec les champignons, donc on va retrouver ces matières-là qui sont déposées. On va les transformer en humus et ça va être très riche. Et par le lessivage de l'eau, on va retrouver ces nutriments-là dans l'horizon qui est juste en dessous, qui est le A. Donc, c'est pour ça que le A, il est riche. Le pergélisol maintenant. Donc, parlons du pergélisol. Nous en avons déjà parlé. On sait que le pergélisol, c'est un sol qui est gelé à l'année. L'été, il peut dégeler quelques mois, environ peut-être un mois par année. Donc, mais pas tout au complet, juste une partie, juste le dessus, en fait. Et le pergélisol, on sait que si on a un réchauffement climatique, il va y avoir une libération de gaz à effet de serre. Il est présent dans les régions froides et aussi si jamais le pergélisol dégèle, nous avons des conséquences négatives à ça. On ne veut pas ça, donc on va avoir des inondations. Les sols vont bouger, ça va provoquer des glissements de terrain, l'instabilité des maisons, des bâtiments, des routes. Et on l'a mentionné tantôt, ça relâche des gaz à effet de serre. Et si jamais le seul côté, entre guillemets, positif du réchauffement, du dégel du pergélisol, c'est que s'il dégèle en permanence, eh bien, dans les régions qui sont au nord, où on retrouve du pergélisol, donc très peu de végétation parce qu'il n'y a pas vraiment de terre fertile pour avoir beaucoup de végétation. Alors, à ce moment-là, si on avait le dégel du pergélisol en permanence, le seul, entre guillemets, petit côté positif, c'est qu'on aurait de la végétation qui pourrait commencer à pousser dans les régions du nord. On sait que le pergélisol, on le retrouve dans la toundra, on va le voir tantôt avec nos zones climatiques. Les ressources énergétiques maintenant de la lithosphère. Donc, contrairement aux ressources énergétiques qu'on a vues pour l'atmosphère et l'hydrosphère, et ici, là, on a la production des gaz à effet de serre pour certaines ressources énergétiques. Donc, on sait que ces ressources énergétiques-là de la lithosphère sont des énergies fossiles. Les combustibles radioactifs, je vais le mettre en guillemets parce qu'on ne les fait pas vraiment brûler. En fait, c'est une réaction nucléaire. Principalement, c'est de la fission nucléaire, donc de la fission qui se fait au niveau du noyau de l'atome. Et nous avons la géothermie. Donc, l'énergie fossile, les combustibles radioactifs, ce sont des énergies non renouvelables parce que ça prend des millions et des millions d'années à se former ces énergies-là. Par contre, la géothermie, donc on peut dire que c'est renouvelable. La Terre, finalement, se tient toujours à la même température, dépendamment des profondeurs, dû au magma, dû au magma qui entoure le noyau de la Terre, donc, et aussi des roches radioactives. Ça nous permet d'avoir des températures qui sont constantes, dépendamment de l'épaisseur qu'on retrouve. Mais les énergies fossiles, ça c'est finalement dans les énergies fossiles, tout ce qui est hydrocarbures, par exemple, hein, tout ce qui est
octane, méthane, on va les voir un peu tantôt. Donc, tout ce qui est carbone et hydrogène. Les combustibles radioactifs, on peut parler de l'uranium. Allons voir. Donc, ces énergies-là, on va les voir une après l'autre. Donc, vous avez l'énergie fossile, le pétrole. Donc, on pense, et je le répète, aux hydrocarbures formés d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Donc, lorsqu'on dit, par exemple, qu'on met dans notre auto une essence à haut indice d'octane, l'octane, c'est le C8H18. Alors, ça vient des dépôts, des débris qui ont été déposés soit dans les fonds marins, au niveau de la terre, avec l'accumulation des sédiments, avec la pression, la très grande pression, les températures, des conditions extrêmes. Nous avons, avec des millions d'années, nous avons la formation de pétrole. Le gaz naturel, ça aussi, c'est un hydrocarbure. Principalement, il est composé de méthane, donc le CH4. Donc, même principe, ça prend des millions d'années à se former. Donc, c'est une ressource qui est non renouvelable. Le charbon, c'est la même chose. Le charbon, qui est le carbone, en fait. Donc, ça prend plusieurs années. Au niveau des ressources comme le pétrole, les gaz naturels, elles s'épuisent de plus en plus. Donc, c'est une question de quelques décennies avant qu'il y en ait de presque plus. Par contre, le charbon, nous en avons encore pour environ 100 à 200 ans avec le rythme de consommation que nous faisons présentement. Mais c'est quand même des énergies non renouvelables parce que, je le répète, ça prend des millions d'années à se former. Ça prend des organismes qui meurent, des décompositions, des sédiments qui se déposent là-dessus, ensuite de la grande pression, des températures qui sont appropriées et par la suite, nous avons la formation de tout ce qui est ressources d'énergie fossile. La combustion de tout ce qui est énergie fossile, on va s'en servir pour se chauffer, pour faire de l'électricité, pour faire fonctionner des moteurs, par exemple l'essence que vous mettez dans l'automobile. Donc, c'est une source d'énergie qu'on utilise au niveau de la planète à 80%. Vous avez le charbon qui est utilisé beaucoup dans les centrales thermiques pour produire de l'électricité. Donc, ça fait partie de 40%. 40% de la production d'électricité vient de la combustion du charbon qu'on fait dans des centrales thermiques. En Chine, par exemple, on utilise beaucoup le charbon. C'est une ressource qui est non renouvelable et vous comprenez aussi que beaucoup, lorsqu'on exploite tous ces ressources-là, lorsqu'on les utilise pour le transport, la combustion, des énergies fossiles sont toutes des sources de gaz à effet de serre. Donc, on va contribuer à augmenter les gaz à effet de serre. On va voir le processus, entre autres, avec un hydrocarbure qui brûle. Donc, la réaction chimique générale, donc un hydrocarbure, par exemple, je l'écris général ici, ça peut être du méthane, ça peut être de l'octane. Lorsqu'on veut une combustion du côté des réactifs, nous avons du dioxygène. L'oxygène est un élément diatomique, on l'écrit toujours avec O2 lorsqu'il est seul, donc on l'écrit toujours avec 2 atomes. Donc, c'est un élément diatomique au même titre que le dihydrogène. Lorsque nous avons un hydrocarbure qui brûle, il y a toujours la formation du côté des produits, du dioxyde de carbone et nous avons la production d'eau aussi. Alors, on peut voir que le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Donnons un exemple ici avec le méthane. Le méthane qui est aussi un gaz à effet de serre, qui est une vingtaine de fois plus puissant que le CO2. Lorsqu'il brûle, donc toute combustion a besoin de dioxygène du côté des réactifs, nous avons la formation du dioxyde de carbone et de l'eau, de la molécule d'eau. Donc, encore là, nous retrouvons notre gaz à effet de serre. Et voilà, on peut équilibrer notre équation ici pour respecter la loi de la conservation de la masse. Et voilà. Par la suite, l'énergie nucléaire. On l'appelle souvent l'énergie nucléaire, les combustibles radioactifs. En fait, on ne fait pas brûler les éléments radioactifs. C'est plutôt une réaction et souvent la principale, c'est de la fission nucléaire. Donc, on va bombarder. Par exemple, lorsqu'on a un élément qui est radioactif comme l'uranium, on va bombarder le noyau d'un atome d'uranium et nous allons avoir une réaction en chaîne qui va se faire, qui va libérer énormément d'énergie. Et cette énergie-là, elle est utilisée encore une fois pour réchauffer de l'eau. La vapeur d'eau
donne une très, très grande pression, ce qui va faire tourner une turbine qui est reliée à une génératrice. Et c'est de cette manière que nous avons de l'énergie qui va être produite, donc de l'énergie électrique. Le Canada est l'un des principaux producteurs d'uranium. Donc, en fait, c'est en Ontario qu'on retrouve beaucoup de mines, de mines qui contiennent des minerais qui ont comme élément de l'uranium. Donc, l'énergie n'est pas produite, je le mentionnais tantôt, par combustion, mais bien par fission. Donc, on va aller faire, faire une fission dans le noyau de l'atome. Ça ne génère pas de gaz à effet de serre. Mais par contre, ça génère des déchets radioactifs et ces déchets radioactifs, ça prend des milliers d'années avant qu'ils ne deviennent plus radioactifs. Et ce qui est associé avec la radioactivité, c'est dangereux pour la santé humaine, pour la santé des organismes vivants. Donc, on peut avoir des cancers, augmentation de cancer, mais on peut avoir aussi des mutations génétiques. La géothermie. La géothermie, chaleur avec la Terre, donc c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est de l'énergie issue de la chaleur interne de la Terre. À quelques mètres de profondeur, la température du sol est environ de 5 à 10 degrés Celsius. En hiver, on extrait la chaleur du sol pour chauffer les bâtiments. Donc, surtout, nous, au Québec, lorsqu'on a des maisons qui ont de la géothermie pour se réchauffer, pour chauffer. Alors, on a souvent une thermopompe qui est à l'extérieur qui va aller chercher cette chaleur-là de la Terre pour chauffer l'air qu'on va envoyer dans la maison. Mais en fait, la thermopompe dépense moins d'énergie à réchauffer de l'air qui est déjà à 5-10 degrés Celsius au lieu de réchauffer de l'air de l'extérieur qui est à moins 30, par exemple. Donc, c'est une façon efficace de chauffer des bâtiments lorsque nous sommes dans des régions comme le Québec, donc au nord, la géothermie. Donc, on voit le principe ici, on a la thermopompe. Donc, on va aller chercher la chaleur, donc pour chauffer, dans un premier temps, de l'air. Avec cette température-là, la thermopompe va moins travailler à ce moment-là et va pouvoir réchauffer la maison. Et ça évite de réchauffer de l'air très, très froid, qui est à moins 35, par exemple. Nous avons les régions climatiques. Alors, les régions climatiques, les zones climatiques de la Terre sont de grandes zones géographiques qui dépendent des 3 systèmes de la biosphère. Donc, c'est lié avec l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. Nous allons les voir. Donc, on a les biomes qui sont terrestres et les biomes aquatiques. Ceux qui sont terrestres, ça correspond à une vaste communauté d'organismes vivants qui se répartissent dans les régions climatiques, mais continentales sur la Terre. Nous avons la toundra, la taïga, la forêt tempérée, les prairies tempérées, la savane tropicale, le désert et la forêt tropicale. Dans le tableau ici, nous retrouvons les caractéristiques donc de tous ces biomes-là, donc les animaux qui vont y vivre, la température, nous avons les végétaux aussi qu'on retrouve dans ces différents biomes. Alors la toundra, on associe à la toundra que c'est autour du cercle polaire, c'est très froid. Il y a de la neige environ 11 mois par année. On retrouve le pergélisol. Comme animaux, on retrouve les bœufs musqués, le lemming, qui est en fait un petit rongeur qui ressemble à une souris. On retrouve le renard arctique, les mouches noires, les moustiques, la mousse, le lichen qui est un champignon. Alors, les arbustes sont très petits, sont rabougris dans la toundra. On peut retrouver d'autres animaux, par exemple comme le caribou, l'enfant des neiges, les oies des neiges, mais elles vont aller tout simplement pour la reproduction dans cette région-là lorsqu'on a l'été dans ces régions-là. Alors, on retrouve le pergélisol et l'été, en fait, lorsque il y a un peu plus de chaleur, c'est juste la petite couche superficielle du pergélisol, le mollisol, en fait, qui va dégeler. Donc, cette terre-là, on va l'appeler le mollisol, mais ça ne dégèle pas en profondeur, c'est juste à peine en surface. Si vous voulez voir en passant tout ça, là, le lichen, de quoi ça a l'air, allez sur Google, allez dans Google Images, vous allez voir plein d'images de différents lichens. En fait, c'est des champignons. Par la suite, nous avons l'autre biome, la taïga. Donc, la taïga, on descend un petit peu plus, donc on est moins au nord, mais on est encore quand même dans le nord, on diminue de latitude. Alors, vous avez, pas de latitude, mais de longitude. Donc, vous avez la forêt boréale, Canada, Alaska,
Sibérie, il y a Richard Desjardins qui a fait un documentaire qui parle de l'erreur boréale parce que, en fait, nous, au nord du Québec, nous avons la taïga et c'est vraiment un patrimoine forestier qu'on est en train de défricher un petit peu comme à peu près de n'importe quelle manière pour aller chercher la ressource qui est le bois ici. On fait beaucoup de dommages. Donc, ce documentaire aborde cette problématique-là environnementale. Nous avons des hivers qui sont longs, donc froids, enneigés. On l'appelle aussi, ça c'est son synonyme, là, la forêt boréale. Donc la taïga, là, le synonyme de taïga, c'est forêt boréale, d'où l'erreur boréale là, du documentaire de Richard Desjardins. Donc je disais que les hivers sont longs, donc c'est froid, enneigé. Les étés sont courts et chauds. Nous avons comme animaux des ours, des loups, des orignaux, des caribous, des écureuils. Vous avez aussi, j'aurais pu le mettre à côté, là, non, ok, je l'ai mis ici. Donc, les végétaux, donc les conifères, on pense aux épinettes, aux sapins, on a la mousse. Au niveau des animaux, j'aurais pu ajouter le lynx ici, là, je m'en excuse. Donc, le lynx. On a au niveau des végétaux du lichen, on a un sol aussi qui est très acide et pauvre au niveau de la taïga. Il y a des conifères, hein, et les conifères, les, les, les épines des conifères, ça fait lorsque ça tombe, ça fait des sols qui sont acides. La forêt tempérée maintenant. Alors, la forêt tempérée, ça, on peut parler pour nous. Là, Victoriaville, nous sommes forêt tempérée, en fait, forêt mixte. Vous allez voir pourquoi. Donc, ça se retrouve dans l'hémisphère nord. Donc, on a les États-Unis, l'hémisphère nord, donc les États-Unis, le Québec. Euh, Nous avons des hivers doux et humides, assez chauds. Donc, ça, c'est plus au sud. Des précipitations abondantes. On a des herbivores comme les oiseaux, les insectes. On a les feuillus comme l'érable, le chêne, le bouleau, le peuplier. Les petites plantes, nous avons les fougères. Beaucoup de plantes herbacées, donc des herbes. Euh, la forêt tempérée est beaucoup défrichée pour développer les zones agricoles. Si nous allons un petit peu plus euh, dans le nord de la forêt tempérée, donc comme nous, par exemple au Québec, on va avoir au niveau de nos végétaux, on va avoir des conifères qui vont s'ajouter. Donc, nous, c'est vraiment un mélange. On a les feuillus, mais nous avons aussi les conifères. À ce moment-là, pour nous, par exemple, à Victoriaville, un petit peu plus au nord, au niveau, mais juste dans le bas, par contre, de la taïga. Donc, on va parler plus de forêt mixte. Mais la forêt mixte, c'est la forêt tempérée, mais qui est un petit peu plus au nord. Donc, c'est nous, finalement, parce qu'on ajoute finalement les conifères, donc les pins, les sapins, euh, les épinettes, les, euh, aussi, on va avoir aussi voyons, les cèdres. Donc, on en a aussi un peu au sud aussi, là, on en a dans la forêt tempérée. C'est très varié, donc c'est assez facile de défricher ces zones-là pour les cultiver après parce que c'est quand même assez riche en nutriments. La prairie tempérée, on pense pour nous, le Canada, aux prairies de l'Ouest, donc l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Donc, vous avez en Amérique du Nord ces biomes-là. En Amérique du Sud, vous avez l'Eurasie. Les hivers sont longs et froids. C'est sec aussi. Donc, par exemple, le Manitoba, ils ont des hivers beaucoup plus secs que nous au Québec. Les étés, il y a de grandes périodes de sécheresse. Au niveau des animaux, il y a des bisons, des antilopes, des cerfs. Au niveau des plantes, il y a des plantes à fleurs. Les sols sont riches et fertiles parce que souvent, on retrouve des feux de forêt. Pas des feux de forêt, mais des feux de broussailles dans ces régions-là, des feux de prairies. Et par la suite, ça contribue à enrichir énormément les sols. On fait la culture à ce moment-là des céréales, on fait l'élevage du bétail. Il y a des arbres et arbustes qui sont rares car il n'y a pas assez de précipitations, mais c'est facile de cultiver quand même des céréales. On a des sols qui sont riches. Euh,
Donc, on a maintenant, j'ai-tu d'autres choses à dire par rapport à la prairie tempérée? Non. Nous avons la savane tropicale. La savane tropicale, alors on pense à l'Afrique, l'Amérique centrale, l'Australie. Nous avons des saisons de pluie puis des saisons de sécheresse dans ces régions-là. Les animaux, on retrouve les antilopes, on retrouve les girafes, les lions, les hyènes. Il y a des hautes herbes, il y a des arbres aussi comme l'acacias. L'acacias, qui est souvent, il y a plusieurs variétés, c'est des arbres qui sont épineux, qui ont des épines. Nous avons le baobab, qui est un arbre, allez le voir sur Google, c'est vraiment de toute beauté. Alors, il peut atteindre des hauteurs de 25 mètres, des circonférences de 12 mètres, il est vraiment beau. C'est même l'emblème de la Guinée. Ça peut vivre jusqu'à 2000 ans et c'est comme un sacrilège dans certaines régions de les couper. Nous avons aussi les petits arbres qui servent, les arbres qui servent à nourrir les petits koalas qu'on retrouve dans ces régions, donc les petits eucalyptus. Les koalas mangent les feuilles des eucalyptus, c'est pour ça ils sentent la pastille pour le rhume. Les petits koalas sentent vraiment l'eucalyptus. L'eucalyptus qui est utilisé aussi pour les pastilles, pour la gorge ou le mal de gorge, etc. Le désert maintenant, on pense à celui du Sahara en Afrique, de Gobi en Asie, le Mojave aux États-Unis. Il y a des précipitations très faibles. On va retrouver, donc il pleut pas souvent. On va retrouver des températures extrêmes. Donc dans le jour, il fait très très chaud, mais le soir, il fait froid. Donc, on va avoir comme animaux les chameaux, les dromadaires, de petits rongeurs, des serpents, des scorpions, des insectes, des lézards. Il y a des oiseaux coureurs, par exemple, comme l'autruche, des antilopes, le coyote. Comme végétation, le cactus, le yucca. C'est vraiment dans le désert, on retrouve beaucoup de plantes qui ont des petites feuilles ou tout simplement des épines parce que elles ont, elles gardent beaucoup leur énergie, en fait. Puis en plus, elles sont gorgées, elles se gorgent facilement d'eau. Donc les cactus se sont gorgés d'eau. Elles vont chercher dans les profondeurs le peu d'humidité qu'il y a. Le désert est terminé. On arrive à la forêt tropicale. La forêt tropicale, en fait, on pense à l'Amérique du Sud. Ça, c'est riche. C'est dans la forêt tropicale qu'on retrouve la plus grande biodiversité. Il faut conserver cette, cette forêt. En fait, plus de la moitié des espèces connues est dans la forêt tropicale. Malheureusement, on la déboise pour labourer, pour semer des céréales qu'on va donner pour le bétail par la suite qu'on va tuer puis qu'on va manger. Alors ça demande beaucoup, beaucoup à la terre. Donc, on retrouve la forêt tropicale en Amérique du Sud, l'Amazonie, Guyane, l'Afrique équatoriale, donc en Asie du Sud-Est. La température est chaude et constante. Donc, c'est pour cette raison qu'on peut avoir des végétaux qui s'installent, une grande biodiversité qui s'installe. On a des insectes, des reptiles, des amphibiens, grenouilles par exemple, les oiseaux, des mammifères, les singes, les tigres, les paresseux, etc. Les arbres sont de grande taille. On a des orchidées comme fleurs, on a des lianes. Il y a une très, très grande biodiversité dans ce biome-là. Les biomes aquatiques. Le biome aquatique, ça correspond à une vaste communauté d'organismes vivants qui se répartissent dans des étendues d'eau douce autant que d'eau salée. Donc, on parle de biomes marins, les océans et les mers, et on a les biomes d'eau douce, les lacs et les cours d'eau. On va aller voir les caractéristiques. Donc, ici, pour les lacs, même chose, on va retrouver, normalement, c'est de l'eau calme qui est bordée par des arbres, des arbustes, on peut avoir de l'herbe aussi. Le brassage de l'eau au niveau des lacs se fait avec les changements de saison. Donc, lorsqu'on a de la glace, par exemple, qui va se former sur sur un lac, lorsque l'eau, par exemple, va diminuer en température, ça va créer des mouvements et ça va assurer la distribution des nutriments pour les organismes vivants. On peut retrouver des poissons dans les lacs. On a le phytoplancton, donc ce sont toutes des petites plantes qu'on retrouve à l'état microscopique dans l'eau et les organismes vivants s'en nourrissent. On a des algues aussi, des microalgues. On a des plantes aquatiques comme les nénuphars, les quenouilles, les joncs. Nous avons par la suite les cours d'eau. Les cours d'eau, c'est tout ce qui est rivières, fleuves, ruisseaux, donc bordés d'herbage,
J'ai oublié ma petite apostrophe ici. Donc, c'est bordé d'herbages, de plantes, d'arbres. C'est une voie pour l'écoulement de l'eau. En fait, je ne l'ai pas oublié, c'est le programme quand je l'ai mis dans mon programme de tableau intelligent. Alors, les petits apostrophes n'ont pas suivi. Alors, nous avons finalement, les ruisseaux, les rivières, les fleuves, ce sont des voies pour l'écoulement de l'eau de surface. On retrouve de la mousse, des herbages, des algues, des décomposeurs, du plancton, des poissons, comme l'achigan, la truite, le saumon. Si l'eau est calme, par exemple une rivière qui est très calme, on va retrouver des grenouilles, des reptiles, des oiseaux qui vont s'installer. On va souvent voir les grands hérons, par exemple. La terre humide. La terre humide, là, il ne faut pas oublier que c'est comme des filtres. Donc, ça va, les marais, par exemple, les marécages, très important. Donc, c'est quoi des terres humides? C'est des eaux stagnantes, les marais, les marécages sont protégés maintenant, ces zones-là. Les tourbières aussi. C'est des zones de transition entre le biome terrestre et le biome aquatique. En fait, ce sont comme les filtres. Ça filtre avant que l'eau se retrouve vraiment dans le biome aquatique. Donc, l'eau qui vient de la terre, hein, qui vient des continents, avant qu'elle se retrouve au niveau aquatique. C'est bon d'avoir ces zones-là de terre humide parce qu'elles vont retenir tout ce qui est produits chimiques, les produits euh, qui sont, euh, qui sont dommageables pour le biome aquatique. Alors, c'est riche en nutriments. Il y a une diversité animale. En fait, les animaux vont souvent dans les marais pour la reproduction. Il y a beaucoup de végétaux. La mousse, le sphaigne, la mousse de sphaigne aussi, des herbages, des quenouilles, le thuya, donc le cèdre, par exemple, tortues, salamandres, les rats musqués, canards, le grand héron qu'on va retrouver dans ce biome-là. Nous avons par la suite, on avait déjà parlé dans l'hydrosphère, de l'estuaire et des deltas. L'estuaire, c'est tout simplement un embranchement qui va aller vers la mer, alors que les deltas, ça va être plusieurs embranchements. Pour nous, le Québec, pour le fleuve qui se jette dans l'océan, dans le golfe du Saint-Laurent et ensuite l'océan Atlantique, on parle d'estuaire, on a un bras qui s'élargit. Alors, on retrouve de l'eau saumâtre, on a déjà vu ça dans l'hydrosphère, qui est un mélange d'eau douce et d'eau salée. C'est riche en nutriments, c'est aussi une zone de transition entre l'eau douce et l'eau salée. Nous avons des algues, des éponges, des champignons, des bactéries, des capelans, des belugas, des rorquals, des bernaches, des canards, des oies des neiges, des crevettes, des moules, des escargots et des crustacés, etc. Mais si vous voulez voir tous ces organismes-là, allez vérifier sur Google. Maintenant, les facteurs qui influencent la distribution des biomes, on peut tout simplement les lire. Nous avons le climat, le relief, la nature des roches, des sols, des continents. Donc ça va varier en latitude, en altitude, au niveau des précipitations, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup, des vents, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup, type de sol, nourriture, ensoleillement, est-ce qu'il y a beaucoup de soleil et la température. Donc, ce sont des facteurs qui vont influencer les biomes. Donc, si par exemple, au niveau de la toundra, on a un réchauffement climatique, bien, ça va amener la fonte du pergélisol. Donc, ça va changer, ça va influencer ce biome-là. Des facteurs qui influencent la distribution maintenant des biomes aquatiques, nous avons les paramètres physico-chimiques de l'eau, donc la profondeur, la proximité des biomes terrestres et le climat, donc salinité de l'eau, profondeur de l'eau, force et sens du courant, la quantité d'oxygène, la quantité de dioxyde de carbone nécessaire à la respiration ou à la photosynthèse, nourriture, ensoleillement, insolation, température. Donc, les végétaux, la faune et la flore vont s'installer en lien avec tous ces facteurs-là. Les cycles biochimiques, en fait, il y en a plusieurs. Il y a le cycle du carbone, le cycle de l'azote et le cycle du phosphore. Nous allons voir le cycle du carbone seulement. Alors, la biosphère est un système dynamique. Elle est composée d'éléments essentiels à la vie, comme le carbone, l'oxygène, l'azote et le phosphore. Ces éléments circulent à travers l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère et sont constamment recyclés. Les cycles biochimiques assurent un équilibre dans la biosphère.
Donc, lorsqu'on parle de vie naturelle sur la Terre, donc au niveau de la biosphère, il y a un équilibre qui se fait. Donc, par exemple, le carbone peut se retrouver sous la forme de dioxyde de carbone, sous la forme de méthane. Il peut se retrouver aussi sous la forme de carbonate de calcium, par exemple les roches calcaires, les roches qui sont avec des sédiments calcaires. Donc, on voit dans ces composés-là toujours le carbone. Mais ce carbone-là va se retrouver tantôt dans l'hydrosphère, tantôt dans l'atmosphère, tantôt dans la lithosphère. Il y a un cycle qui va se faire naturel, qui va balancer le carbone, aussi bien l'azote, aussi bien aussi le phosphore. Et normalement, il y a un équilibre qui se fait très, très bien, mais on sait que l'humain, avec la pollution, par exemple, lorsqu'il fait brûler du carburant fossile, va augmenter les gaz à effet de serre, donc va augmenter le carbone. Il va donc le débalancer au niveau de l'atmosphère. Le cycle du carbone correspond à la circulation et aux échanges de carbone sous toutes ses formes entre les différents composantes de la biosphère, on l'a dit tantôt, l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. Alors, les sources de carbone, j'en donne quelques exemples. Le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone exerce une grande influence sur l'effet de serre et le climat de la planète. Et ça, c'est correct d'en avoir au niveau de l'atmosphère pour assurer l'effet de serre naturel. Nous avons aussi la photosynthèse au niveau naturel qui va aller chercher le dioxyde de carbone atmosphérique, donc va faire diminuer le CO2 de l'atmosphère. Donc, les plantes vont l'utiliser avec l'énergie du soleil et l'eau qu'elles vont puiser pour former le sucre et de l'oxygène. Par la suite, donc ici, ce qui est à comprendre au niveau de la photosynthèse, c'est que le CO2 va être puisé de l'atmosphère vers la plante. Donc, ça fait diminuer la quantité de carbone de l'atmosphère parce que le CO2 est une source de carbone de l'atmosphère. Je reviens ici. OK, non, c'est correct. Je retourne ici. On peut voir que la plante, avec l'eau et l'énergie du soleil, utilise le CO2 contenu dans l'air. Ou si c'est une plante qui est aquatique, elle va utiliser le CO2 qui est dissous dans l'eau. Donc, les algues, par exemple, vont aller utiliser le CO2 pour faire leur photosynthèse, mais ce CO2-là, il est dissous dans l'eau. Les sédiments permettent de retrouver justement du CO2 dans l'eau qui est dissous, donc par les roches carbonatées, là. Donc, vous savez que la plante va puiser de l'eau pour former son sucre et donner aussi du dioxygène. Elle va retourner du dioxygène dans l'atmosphère. La respiration, c'est l'inverse de la photosynthèse. Il faut apprendre par cœur la réaction de photosynthèse et aussi la réaction de respiration. Et lorsque vous savez celle de la photosynthèse, la respiration, c'est tout simplement l'inverse. Alors, nous voyons le sucre qui brûle pour donner de l'énergie. Nous avons la libération du carbone par le CO2, encore une fois. Alors, lorsque on parle de respiration, c'est que nous allons envoyer par la respiration dans l'atmosphère une source de carbone par l'entremise du dioxyde de carbone que nous expirons. Les micro-organismes décomposent la matière organique en produisant aussi du CO2. C'est une autre source. Donc, ça va se retrouver au niveau de la Terre, au niveau de l'atmosphère. C'est une autre source. On va voir d'autres sources aussi avec un schéma tantôt. En l'absence de dioxygène, on avait vu que les bactéries peuvent décomposer la matière organique. On a la fermentation et ça dégage une autre source de carbone par l'entremise du méthane et aussi du dioxyde de carbone. Donc, la décomposition, la fermentation, nous allons envoyer dans l'atmosphère du carbone par l'intermédiaire du méthane et du CO2. Les incendies de forêt, on peut avoir des incendies de forêt naturels, on peut en avoir aussi qui sont d'origine humaine. Alors, c'est de la combustion. N'oublie pas qu'avec la combustion, nous avons une autre source de carbone par l'entremise du dioxyde de carbone. Le petit schéma ici nous montre différentes flèches qui ont différentes couleurs. Donc, si ces transformations-là, apprenez-la par cœur,
Ça va nous permettre de donner des justifications dans des questions, d'exercice ou d'examen. Alors, si on voit, par exemple, une automobile, qu'est-ce qu'on va, comment le carbone va se retrouver, comment le carbone va circuler lorsqu'on parle de l'auto? Bien, l'auto brûle des carburants fossiles. Hein? Elle brûle de l'octane. Et la combustion d'un hydrocarbure, on sait que c'est une source de CO2 qu'on va ajouter à l'atmosphère. Donc, la flèche, lorsqu'elle part de l'automobile et va vers le haut, elle va vers l'atmosphère. Alors, on contribue à augmenter le carbone dans l'atmosphère, mais par l'entremise de la molécule de dioxyde de carbone. Même chose pour les cheminées ici. Donc, on brûle peut-être dans cette usine-là un carburant fossile. On brûle peut-être du charbon, on brûle peut-être de l'huile. Alors, on va se retrouver avec une source de carbone encore dans le dioxyde de carbone. Même chose pour les éruptions volcaniques, c'est naturel, mais on va avoir, entre autres, il y a plusieurs composés, mais entre autres, nous allons avoir du CO2 qui va se retrouver dans l'atmosphère. On voit ici un humain, il respire. Donc, la respiration, on sait que ça libère encore dans l'atmosphère du CO2, donc une source de carbone. Voyez-vous le cycle du carbone, comment le carbone se retrouve dans l'atmosphère. Même chose pour la vache ici. Donc, il y a une respiration aussi qui se fait au niveau des organismes vivants. Si on avait eu ici un petit caca avec une flèche, on aurait eu une source, au lieu d'avoir du CO2, une source de méthane. Donc, du carbone, mais sous forme de méthane, donc le CH4. Ici, nous avons une flèche, les plantes, les végétaux, eux aussi respirent. Donc, ils envoient une source de carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2. Même chose, la combustion ici du kérosène pour les avions, qui est un hydrocarbure. Nous avons aussi du CO2 qui se retrouve dans l'atmosphère. Les flèches vertes ici, alors c'est qu'on utilise le CO2 de l'atmosphère, donc on va faire diminuer la quantité de carbone dans l'atmosphère, par la photosynthèse. Donc la plante va faire de la photosynthèse. Nous avons ici au niveau de l'eau, du biome aquatique, nous avons du CO2 qui est dissous dans l'eau et les algues, par exemple, vont les utiliser pour faire la photosynthèse. Même chose au niveau de l'eau, lorsqu'on a des organismes vivants, ils respirent. Ils vont donc envoyer par la respiration du carbone, par l'entremise du CO2 dans l'eau. Nous avons par la suite les flèches qui sont en noir, donc tout ce qui est au niveau du sol qui va se décomposer. Ça va prendre un certain temps. Il y a des sédiments qui vont se déposer sur donc des couches de sédiments qui vont se déposer avec les années, ce qui va faire une très, très grande pression. Il va avoir une température aussi favorable et ça va prendre des millions d'années pour avoir la formation des hydrocarbures, donc le carbone qui va se retrouver dans les sols marins, donc ou dans les sols au niveau continental. Donc, on va avoir le pétrole, le gaz naturel, le charbon, par exemple. Donc, ça vient de la décomposition des matières, des êtres vivants, etc. Donc, ça prend des milliers d'années. Ces ressources-là de carbone, c'est non renouvelable parce que, justement, ça prend beaucoup, beaucoup d'années. Au niveau des océans aussi, on va avoir des dépôts de sédiments. On va avoir, par exemple, les coquillages qui vont se déposer dans le fond. Les coquillages sont riches en carbonate de calcium, une autre source de carbone, et avec la pression, avec les sédiments qui vont se déposer, avec le temps, ça forme aussi du charbon, le pétrole, le gaz naturel, les hydrocarbures. Il y a une portion biochimique du cycle du carbone. Ça veut dire quoi? Bio, vivant, qui vient de la vie, qui vient des êtres vivants. Et il y a une portion qui est géochimique, qui vient au niveau de la Terre. Donc, l'absorption, par exemple, qui vient lorsqu'on parle du cycle du carbone, mais la portion biochimique, l'absorption du carbone atmosphérique, par exemple, par la photosynthèse, la plante, c'est vivant. Donc, c'est un exemple. Nous avons l'absorption du carbone par les consommateurs, donc les lièvres qui vont manger, par exemple, de l'herbe. Dans les végétaux, il y a du carbone. En fait, du carbone, c'est ce qu'on retrouve à peu près dans tout ce qui est vivant.
Donc, au cégep, il existe une chimie qu'on appelle la chimie organique. En fait, c'est la chimie du carbone. Même nous sommes faits de molécules qui contiennent énormément de carbone. On peut même arriver à dater le moment de votre mort juste avec le carbone radioactif qui reste lorsqu'on retrouve vos ossements, par exemple. Donc, le carbone radioactif se fixe dans vos os et on peut, si ça fait, par exemple, 200 ans qu'on a retrouvé 200 ans qu'un être vivant est décédé, ben on peut évaluer ce temps-là. On va en reparler avec le modèle de Rutherford dans l'étude de l'atome. Alors, il y a les carnivores qui vont aller manger des herbivores qui, eux, ont mangé des végétaux. Donc, le carbone va se retrouver dans les carnivores aussi. L'émission du carbone aussi dans l'atmosphère par la respiration, donc c'est les êtres vivants. Donc, c'est ça qui est lié à la portion biochimique du carbone. Maintenant, la portion qui est géochimique, qui vient de la Terre, donc il n'y a pas d'action, c'est pas le vivant qui fait ça. Donc, on pense par exemple à tout ce qui est éruption volcanique, la formation de certaines roches carbonatées, comme les calcaires, les gaz de schiste, tout ce qui est pétrole. Donc, la formation des dépôts calcaires, on l'a mentionné tantôt. Donc, les coraux, on va avoir les coquillages, on va avoir les coquilles des mollusques, donc qui vont se retrouver dans les fonds marins, le fond des océans. Donc, ça va se décomposer, il va y avoir des sédiments qui vont aller par-dessus ça. Ensuite, vous allez avoir la formation des hydrocarbures. La formation des roches combustibles sous l'effet de la pression qui s'exerce pendant des centaines de millions d'années. Vous allez avoir une partie du carbone qui va se transformer en combustible fossile. Donc, c'est l'autre étape qui amène à ça. Ensuite, vous avez les émissions atmosphériques provenant des combustibles, donc l'éruption volcanique, je l'ai mentionné tantôt. La combustion industrielle aussi, les feux de forêt, donc la combustion, par exemple, de l'huile, du charbon, etc. Les feux de forêt qui sont soit naturels ou même provoqués par l'humain, ça va nous amener une source de carbone, mais ça fait partie de la portion qui est géochimique. On vous demandait de compléter le tableau. Il est déjà complété, donc nous allons le voir dans quelques secondes. Alors, les portions du cycle, lorsqu'on a un enfant qui souffle pour faire des bulles, c'est la portion biochimique parce que c'est la respiration, en fait. Alors, la description, c'est qu'on, tout simplement, on dit la source du carbone, elle vient du CO2 qui est expiré parce que la personne respire et ça se retrouve dans l'atmosphère. Ensuite, nous avons des coquillages au bord de la mer. Ça va se déposer, se décomposer, ça va former des sédiments. Il y a d'autres sédiments qui vont s'empiler par-dessus ça. Donc, ça fait partie de la portion qui est géochimique. Et vous allez avoir que, comme je l'ai mentionné, ça va former des sédiments. On va se retrouver avec des roches carbonatées et avec des millions d'années, on va se retrouver avec la formation d'hydrocarbures. Les roches carbonatées, c'est des roches calcaires, donc qui contiennent le carbonate de calcium. Un autre exemple ici, un orignal qui se nourrit, bien, dans l'alimentation ici qu'il consomme, le feuillage, il y a des sources de carbone, c'est de la matière organique, il y a du carbone à l'intérieur. C'est un être vivant qui mange, alors c'est biochimique. L'orignal qui absorbe le carbone par la plante. Donc, le cycle du carbone va se retrouver à ce moment-là. Le carbone va se retrouver dans l'orignal. Donc, il était dans la plante, mais là, il va se retrouver dans l'orignal. Ensuite, nous avons la centrale thermique, donc qui fait brûler du charbon. Nous allons avoir une partie géochimique, donc c'est du charbon qui brûle. Et ça va se retrouver, ce carbone-là, dans l'atmosphère sous forme de CO2 et aussi sous forme de méthane. Et voilà, le cycle du carbone qui va se faire. Donc, le charbon qui brûle, qui va générer une source de carbone qui est dans le CO2 et dans le méthane, le CH4, et ça va se retrouver dans l'atmosphère. Donc, on voit le cycle du carbone. Un dernier tableau maintenant. Alors, le processus du cycle de carbone, en fait, c'est d'expliquer comment est obtenu, qu'est-ce qui a permis, par exemple, de faire des pluies de pétrole? Bien, c'est parce qu'il y a eu de la formation de roches combustibles, des hydrocarbures. Et ces formations-là de roches combustibles, ça s'est fait, encore là, je le répète,
par le dépôt de tout ce qui est organismes qui se sont décomposés, qui sont morts à la surface de la Terre, dans le fond des océans. Et là, ça s'est décomposé. Il y a des sédiments qui se sont déposés par-dessus et avec de grandes pressions et avec plusieurs millions d'années, nous avons des roches, nous avons les hydrocarbures, donc les roches combustibles qui se sont formées. Et donc, on l'explique ici, la justification, c'est ça ici. Donc, le pétrole est formé par l'accumulation de matières organiques qui, pendant des millions d'années, ont de très grandes pressions et des températures élevées. C'est les conditions de formation des hydrocarbures, tout simplement. Un autre exemple ici, donc la situation, nous avons le Bernard l'ermite au bord de la mer. Lui, il change souvent de coquillage. Alors, il va se débarrasser de sa coquille, il va aller dans une plus grosse coquille. Alors, formation de dépôts calcaires. On va retrouver la formation des dépôts calcaires, c'est ce qui va entrer, c'est ce qui va faire de calcaire. Donc, ça va être emporté dans le fond des océans par les vagues. Ça va former des sédiments, ça va se décomposer, ça va former des sédiments. Il y a des sédiments qui vont se décalcaire et avec le temps, des millions d'années, ben, le cycle, donc on voit comme mur, donc combustible. Nous avons ici un serpent qui ingère une proie, mais la proie, en fait, contient du carbone. Les organismes vivants contiennent du carbone. Puis à travers les aliments que consomme le serpent, ben, il absorbe le cycle du carbone s'est fait de cette manière. Adeptes qui utilisent de l'essence. Alors,